Bien le bonjour, c'est Shizenken. Gintama, c'était un manga majeur du Shonen Jump, et une adaptation d'anime parfois tumultueuse, mais toujours très fidèle à l'œuvre originale. Très populaire à Japon, c'est une œuvre qui a su fédérer les Japonais grâce à plusieurs choses. Tout d'abord, évidemment, le plus gros point fort qui a fait la popularité du titre, son humour. Même si ça peut ne pas plaire à tout le monde, il fera dans ces moments les plus absurdes au minimum sourire, même les plus stoïques d'entre nous. La preuve, il y a de fortes chances qu'une de ces vidéos qui passe depuis tout à l'heure vous ait rappelé un bon souvenir. Même si ce n'est selon moi pas le point le plus important, il a su aussi fédérer grâce à ses combats. Pourtant dépourvu de super pouvoirs, Gintama offre, toujours selon moi, les meilleurs combats qu'on puisse voir en animé tout simplement grâce à la chorégraphie des combats et leur intensité émotionnelle. Cependant, si ces deux points ont pu être aussi captivants à regarder, c'est grâce à l'atout principal de l'œuvre, ses personnages. Et oui, s'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas reprocher à Gintama, c'est la variété, l'originalité et la profondeur de ses personnages. Je conviens qu'il existe des personnages plus profonds dans d'autres œuvres, mais là n'est pas la question. Hideaki Sorachi, le mangaka de Gintama, a réussi à travers cette histoire à nous faire apprécier ou beaucoup plus rarement détester ceux-ci. Que ce soit des personnages récurrents ou plus secondaires, on finit parfois sans le remarquer à s'y attacher, ou même sans s'y attacher, on s'en rappelle alors qu'ils n'ont parfois en réalité fait que très peu d'apparitions. Par exemple, la princesse Soyo qu'on ne voit que dans l'épisode 14, et qui ne revient qu'à partir de l'épisode 257, et pourtant, quand on la revoit, on s'en souvient. Les personnages dont on pourrait parler dans l'œuvre sont nombreux, et pourtant, peu de personnes en parlent. Enfin pas vraiment, c'est surtout en dehors du Japon qu'on en parle peu. Pourquoi ce manque de popularité à l'étranger? J'en parlerai peut-être une autre fois, ce n'est pas le thème du jour. Ce que je veux souligner, c'est que les personnages de Gintama méritent qu'on en parle. Le manque de contenu francophone à ce propos m'a donné envie de tenter quelque chose. Mais alors, vous avez probablement vu le titre de la vidéo. Pourquoi d'abord parler de Nobunobu? Ce n'est pas le personnage le plus charismatique, ni le plus intéressant de Gintama, loin de là. C'est même un des personnages de Gintama qu'on est, après Sada Sada évidemment, finalement le plus susceptible de détester, en tout cas au début. Si vous cherchez un personnage que vous détestez dans l'œuvre, même parmi les antagonistes, vous aurez étonnamment beaucoup de difficultés à vraiment haïr quelqu'un. C'est au passage ça qui fait un bon antagoniste. Un bon antagoniste n'est pas méchant pour être méchant, et c'est ce que Gintama essaie de nous transmettre. C'est qu'il n'y a pas de personnage fondamentalement mauvais ou fondamentalement bon. Chacun poursuit seulement ses désirs, et ses désirs peuvent être assimilés avec l'idée de ce que nous pensons être bon ou mauvais. Voilà qui correspond bien à la description du traitement qu'a eu Tokugawa Nobunobu au cours de l'œuvre. Si je parle de lui pour ma première vidéo, c'est pour une seule et unique raison. Je sais qu'en tant que touriste parfait dans tout ce qui touche à la création de vidéos, je n'en ferai probablement pas une vidéo hautement qualitative. Je préfère donc parler d'un personnage qui n'est pas dans le cœur de beaucoup, mais qui mérite tout de même qu'on en parle. Je préfère tout de même préciser quelque chose. Mon amateurisme dans le montage ne signifie pas que je vais négliger son histoire. Vu que je n'aime pas faire les choses à moitié et pour l'analyse la plus précise possible, je résumerai chaque arc où la mention de Nobunobu est faite. Pour parler de Nobunobu, il faut aussi parler du clan Hitotsubashi. Je vais donc, en plus de parler de lui, aussi parler de l'histoire du clan. Enfin bref, commençons. C'est avec cet arc narratif des plus intenses que nous entendons pour la première fois parler des Hitotsubashi. Tout commence dans l'épisode 257, quand Soyo accueille son ami Kagura ainsi que ses proches au château. Elle explique à ses visiteurs que le palais est sous loi martiale, après que d'importants officiers du Bakufu ont été attaqués. Dans l'épisode suivant, on apprend par Sasaki qu'une purge politique a eu lieu il y a longtemps, afin que Sada Sada puisse accéder au titre de shogun. On peut alors se demander à ce moment si les Hitotsubashi ont eux aussi subi cette purge. Plus tard dans l'épisode, on apprend par Sada Sada que le Mimawari-gumi surveille le clan de Shigeshige, en prétextant les protéger. On apprend alors que le Bakufu actuel est divisé entre le clan de Sada Sada, soutenant Shigeshige, et le clan Hitotsubashi, qui veut qu'une personne de leur clan devienne le shogun. On apprend ainsi que les victimes des assassinats politiques, précédemment mentionnés par Soyo, étaient toutes membres du clan Hitotsubashi. C'est par ailleurs pour cette raison que le Mimawari-gumi, en tant que partisan des Hitotsubashi, suspecte et surveille les agissements du clan rival, afin, selon Sada Sada, de leur faire porter de fausses accusations. Même si, en tant que spectateur, on se doute bien que ce dernier n'a pas l'air étranger à l'affaire. Encore dans l'épisode suivant, suite à la libération du groupe de Gintoki par le Shinsengumi, celui-ci ira attaquer les forces du Bakufu pour juger Sada Sada de ses crimes envers la courtisane Suzulan. Nobume et les accompagnants, nous apprenons par celle-ci que c'est bien Sada Sada qui a fait assassiner des officiers des Hitotsubashi, à l'intermédiaire du Tenshoin Nadaku, qui lui-même est dirigé par le Tendoshu. Pour faire tomber Sada Sada qui était manipulé par le Tendoshu, Shigeshige renonça à son statut de shogun. Grâce à cela, les Hitotsubashi peuvent donc maintenant nommer Nobunobu comme prochain shogun avec facilité. De son côté, Sasaki Saburo, qui je le rappelle était de mèche avec les Hitotsubashi, a grâce à sa participation à la chute de dirigeants actuels, gagné la place de commissaire de police dans le prochain gouvernement. Il précise aussi que le rêve du clan Hitotsubashi, en particulier de son chef, donc de Nobunobu, est de bâtir une nation capable de rivaliser avec les pays étrangers au lieu d'en dépendre. Cependant, Oboro déclarera au Tendoshu qu'à l'instar de Sada Sada, les Hitotsubashi ne sont que des pantins, et que les véritables ennemis du Tendoshu sont les disciples de Shoyo.
En effet, cette phrase prend tout son sens lorsque nous voyons Takasugi tuer Sada Sada. On peut d'abord penser qu'il le tue seulement par rancœur personnelle, pour avoir indirectement provoqué la mort de Shoyo à travers la purge Kansei. Pour rappel, la purge Kansei était destinée à se débarrasser de tous les dissidents potentiels qui pouvaient se rebeller contre le Bakufu de l'époque. Il faut cependant retenir que même si c'est Sada Sada qui avait mis en place cette purge, c'est le Tendoshu qui en avait donné l'ordre de le faire. C'est pourquoi Takasugi précisera avant de tuer Sada Sada qu'il amènera, en plus de l'ancien shogun, aussi le Tendoshu en enfer. Takasugi a soit tué Sada Sada par rancœur personnelle, mais Okita précisera à Gintoki que cela avait aussi pour but au Hitotsubashi de déclarer la guerre au Tendoshu. On peut donc deviner, comme Oboro le soulignait à ses supérieurs, que c'est bien Takasugi qui tire les ficelles du clan Hitotsubashi dans l'ombre. D'ailleurs, cette déclaration de guerre des Hitotsubashi contre le Tendoshu marqua un effet immédiat, étant donné que Shigeshige vit sa démission refusée. Comme Sogo le précisera, le Tendoshu perçoit les Hitotsubashi comme leur ennemi. Shigeshige a donc été nommé comme dirigeant transitoire pour éviter que les Hitotsubashi prennent le pouvoir. Voilà comment se termine cet arc. Nous voyons pour l'instant les prémices de ce qui se passe dans l'ombre, sans pour autant trop en savoir. Nous pouvons cependant aisément penser que les Hitotsubashi seront une menace dans le futur. Voyons si cela s'avère vrai dans la suite. C'est dans cet arc que le clan Hitotsubashi va commencer à avoir une réelle implication dans l'histoire de Gintama. Pour bien comprendre leur implication, il va falloir résumer un peu plus précisément l'histoire de l'arc Shinigami. Tout commence quand, une nuit, Gintoki rentre comme à son habitude bourré. Il croise alors sur le chemin du retour vers sa maison, ce qui s'apparente être la faucheuse voulant ce seppuku. Suite à la demande de la faucheuse, il dut, malgré sa réticence, l'aider dans sa tâche en la décapitant. Il ne fit cependant que l'assommer avec une pierre à cause des circonstances. Après avoir ramené la présumée faucheuse assommée chez lui, celle-ci se réveilla et se présenta alors comme Ikeda Asaemon, une faucheuse ratée incapable de couper la tête d'un criminel ou encore la sienne, de ses dires. Sur cette présentation des plus énigmatiques, elle présenta ses excuses pour les avoir dérangés et partit. Peu de temps après son départ, Gintoki reçut un appel sans qu'on en sache la provenance. On retrouve en parallèle le Shinsengumi, retrouvant alors des personnes tuées avec une entaille particulière au cou. Cette façon de décapiter, le Kimo Arai, n'est cependant réalisable que par les meilleurs bourreaux, comme explique Ikeda Yaemon 18ème du nom, l'actuel bourreau du Bakufu qui est venu prêter main forte aux autorités. Les suspects ne peuvent donc être, selon lui, que lui-même ou sa sœur adoptive, Ikeda Asaemon, actuellement en fuite. On retrouve Ikeda Asaemon, alors justement en fuite, se remémorant l'exécution de son maître, avant de se réveiller brutalement. Pensant à sa fin vu le nombre de personnes la poursuivant, elle fut cependant interpellée, puis en quelque sorte enlevée par Gintoki. On apprend alors que l'appel qu'il avait reçu plus tôt venait d'Ikeda Yaemon, qui lui avait demandé de récupérer sa sœur adoptive avant les autorités. Après avoir livré Asaemon à Yaemon, les Yorozuya sont priés de rester dîner. Yaemon explique alors à ses invités que l'ancien Yaemon 16ème du nom, avait par le passé trahi sa mission et aidé en secret des condamnés à s'enfuir. Si le gouvernement l'avait appris, la famille Ikeda aurait été décimée. C'est pour cela qu'ils ont dans le plus grand secret exécuté leur prédécesseur, l'exécution étant alors assistée par Ikeda Asaemon. Cependant, le gouvernement s'est aperçu de sa disparition. Asaemon décida alors de quitter la famille en toute discrétion. En devenant une traîtresse ayant tué son maître, celle-ci avait pour but de cacher la vérité sur la mort de son prédécesseur ainsi que père adoptif, abandonnant alors tout pour protéger le nom de Yaemon. On peut alors déduire que si Asaemon voulait ce seppuku lors de sa rencontre avec Gintoki, c'était pour emporter ce secret dans sa tombe avant d'être attrapé. Asaemon réfuta cependant cette version, en précisant qu'elle n'était pas loyale avant de partir. Gintoki étant perspicace, il comprend qu'en plus de faire endosser le crime du meurtre de son maître, on a aussi fait endosser à Asaemon le rôle du tueur en série. Il précise qu'après tout, si c'était le chef qui était à l'origine de ces crimes, la famille serait tombée en disgrâce. Ikeda Yaemon révéla alors son vrai visage et confirma que c'était bien lui le tueur en série. Il expliqua que ses victimes n'étaient d'autres que des anciens condamnés que son père et prédécesseur avaient libérés il y a 10 ans. Parmi la liste des criminels étant jappés, se trouvait alors le nom de Sakata Gintoki. On apprend donc que Gintoki devait être décapité il y a 10 ans, sans en connaître la raison, mais qu'il fut libéré par Ikeda Yaemon 16ème du nom. Gintoki avait été sauvé par la famille Ikeda. Du fait de cette dette, Gintoki accepte la requête d'Ikeda Yaemon 18ème du nom, qui consiste à protéger Asaemon. Le jour suivant, le Shinsengumi apprend que le tueur en série a été attrapé et exécuté par la famille des bourreaux. Le cadavre a été récupéré par le Mimawari-gumi, confirmant bien la mort par décapitation. Asaemon n'est pourtant pas morte, mais l'est officiellement. Elle est transportée dans un navire transportant des cadavres utilisés pour les tests des Ikeda. La famille Ikeda a donc falsifié la mort d'Asaemon en utilisant ses relations. Ces relations pouvant jusqu'à contrôler le Mimawari-gumi et un médecin légiste. Les Yorozuya sont alors eux aussi sur le bateau pour protéger Asaemon. Les Shinsengumi, ayant des doutes sur la mort du tueur en série, fit irruption pour fouiller le navire. Sogo expliqua alors les raisons de leur présence.
Le Shinsengumi découvrit que les victimes du tueur en série étaient d'anciens patriotes ou que leurs parents étaient des anciens patriotes, qui auraient dû être exécutés après la guerre des Joi. Ces patriotes avaient en réalité jadis vaincu Narifuyu Hitotsubashi lors de la bataille d'Anekohara. Même si maintenant les Hitotsubashi sont bien partis pour contrôler le Bakufu, il fut un temps où ils ont été éloignés du pouvoir à cause justement de cette défaite. Sogo expliqua alors le problème. Pourquoi, 10 ans après ces événements, les personnes que Ikeda Yaemon 16e du nom avait sauvées, ainsi que lui-même, moururent les uns après les autres? La réponse est simple. Quelqu'un voulait entrer dans les grâces de Nobunobu Hitotsubashi, alors candidat au shogunat. Et ce quelqu'un, on s'en doute, c'est l'actuel Ikeda Yaemon. Pour gagner les faveurs du prochain shogun, celui-ci a vendu au Hitotsubashi le précédent Yaemon, qui n'est d'autre que Ikeda Asaemon, ainsi que Gintoki. Pendant cette explication, le navire des Hitotsubashi arriva pour les tuer. S'ensuivit une bataille des Yonozuya, accompagnée d'Asaemon contre les soldats du clan. Après avoir fait une percée, Asaemon et Gintoki se retrouvèrent contre Yaemon. On voit alors, pendant le combat, un flashback de Yaemon expliquant les raisons de ses actions. Sans rentrer dans les détails, Yaemon était destiné à succéder à son père. Cependant, au vu de ses actions inhumaines pour maîtriser le Kimoarai, c'est Asaemon qui fut choisi pour être le successeur. Bouleversé par cette nouvelle, il se fit manipuler par Nobunobu, qui lui suggéra de tout simplement supprimer ce qui empêche son ascension, c'est-à-dire les deux Yaemon. Nobunobu ayant alors compris qu'il était dans son intérêt de pouvoir manipuler le bourreau officiel dans son prochain gouvernement. Après la défaite de Yaemon, celui-ci ayant reconnu son erreur, aida sa sœur adoptive à s'enfuir. En les aidant, Yaemon avait alors trahi les Hitotsubashi, ce qui lui valut d'être décapité par Nobunobu. Ce fut alors sa première apparition. Il épargna le groupe de Gintoki, appelé par les sbires de Nobunobu les chiens de Shigeshige, en prétextant qu'ils étaient inoffensifs. Il ne voulait de plus pas voler la proie de celui qui semble l'aider, Takasugi. Même si Takasugi est un ancien ennemi, Nobunobu explique qu'il ne possède pas de rancœur envers lui. Au contraire, il dit être intéressé par sa force. Takasugi précise bien qu'il aidera Nobunobu tant qu'il se battra contre le Bakufu. Par contre, s'il abandonne, ce sera lui ou Gintoki qui le tueront. Ce qu'on peut retenir de cet échange, c'est que d'abord, même s'il ne le sait pas encore, Nobunobu a fait une grossière erreur en épargnant Gintoki. Deuxièmement, on voit que Nobunobu et Takasugi se profitent mutuellement, on voit qu'ils ne sont alliés que par profit. Coucou. Après la mort d'Ikeda Yaemon, étant donné qu'ils n'ont en apparence rien à voir avec cette affaire, les Hitotsubashi s'en sortent sans aucune accusation. Voilà comment se termine leur implication dans cet arc. Avec cet arc l'introduisant, quelles sont alors les premières impressions que nous avons de Nobunobu pour l'instant? Évidemment, elles sont plutôt péjoratives. On voit d'abord qu'il peut tuer de sang-froid quiconque lui fait affront, directement avec justement la décapitation de Yaemon, ou indirectement avec la purge effectuée contre ceux les ayant défaits par le passé. Il montre aussi un côté arrogant et ambitieux, en se présentant comme le bourreau de ce pays. Il possède, de plus, un grand sens de la manipulation, en manipulant Yaemon dans ses propres intérêts. Il est finalement à l'image de ce qu'on sait de son clan, c'est-à-dire cruel, fourbe et sans pitié. Malgré le peu d'apparitions qui nous empêchent d'en savoir plus sur lui, nous pouvons tout de même être sûrs qu'il sera un antagoniste important dans la suite des événements. C'est à partir de l'arc de l'assassinat du shogun que Nobunobu va enfin réellement passer à l'action. Cet arc commence quand on apprend que peu d'alliés du shogun sont présents au sein du Bakufu. On peut facilement deviner que les Hitotsubashi prennent de plus en plus de place. C'est dans ce contexte que Shigeshige faillit se faire assassiner par quelqu'un ayant empoisonné le thé que sa sœur Soyo lui confectionne chaque jour. Les soupçons de cette tentative d'assassinat se tournent alors naturellement vers Nobunobu, ce qui est évidemment bien le cas. Comme il le dit lui-même dans un monologue avec sa grande arrogance habituelle, il ne voulait simplement que débarrasser le trône d'un misérable cadavre putréfié. Toujours dans son monologue, il prévient que Shigeshige n'a plus aucun allié dans ce pays. Il qualifie aussi ses propres alliés de pions, se narguant de pouvoir trancher la tête du shogun sans même s'exposer. On voit donc encore ici son arrogance, sa vanité, ainsi que sa soif de pouvoir. Après son monologue, il se prit la mandale de sa vie par Kamui, l'assommant sur le coup. Takasugi se montrant alors, il précisa à Kamui que Nobunobu n'était qu'un pion dans son jeu pour renverser le pays. Il expliquera plus précisément que Nobunobu est vénéré de tous, mais qu'il commet des crimes atroces pour assouvir son désir de pouvoir. Il ne réalise pas qu'à la moindre erreur, son dernier coup pourrait provoquer sa chute. C'est pourquoi, en le mettant hors d'état de nuire, Takasugi a réussi à détourner l'attention du centre, qui suspectait les Hitotsubashi de tentative d'assassinat. En effet, on le prendra ainsi pour une victime d'une de ces tentatives, et donc confirmer dans cette scène que c'est bien Takasugi qui manipule Nobunobu et non l'inverse. Lors du plan pour sortir le shogun de la capitale, Takasugi ainsi que son armée attaquèrent toutes les forces du shogun. Il précisera que ce n'est pas le shogun qu'il vise, mais bien ses subordonnés. De cette façon, il ne lui restera vraiment plus aucun allié pour le soutenir. On apprend plus tard par Momochi qu'au départ, l'ennemi ne comprenait que le groupe de Joy radicaux menés par les Hitotsubashi, mais que leur rang en grossit mystérieusement. Nous, les spectateurs, savons que si leur rang grossit, c'est grâce à l'arrivée de Takasugi, qui, en plus de son armée, avait aussi recruté les ninjas d'Iga.
Cette information sera de toute façon très vite révélée au personnage par Gintoki. En réalité, ce n'est pas que pour ses troupes que Takasugi recruta les ninjas d'Iga. C'est aussi pour leur faire porter le chapeau concernant l'assassinat du shogun, afin de les anéantir au nom du seigneur Hitotsubashi. Il utilise ainsi les ninjas pour créer un prétexte à l'ascension de Nobunobu au rang de shogun. Après une rude bataille entre les alliés du shogun et l'armée de Takasugi, le Tendoshu finit par intervenir. Leur but étant, on pense naturellement, d'écraser à la fois la faction des Hitotsubashi, présentée comme les ennemis du Tendoshu depuis l'incident de l'assassinat de Sadasada, et à la fois la faction du shogun. Cependant, une révélation suffit. Contre toute surprise, un représentant du Tendoshu expliqua au shogun qu'ils avaient apparemment une dette envers le seigneur Hitotsubashi, et qu'ils n'avaient jamais été leur ennemi. En réalité, ce n'est pas vraiment ça. Effectivement, Takasugi a bien élevé le rang et consolidé la position de Nobunobu en tant que rival direct du Tendoshu. Cependant, Nobunobu a immédiatement traité Takasugi et ses troupes en rebelles dès qu'on lui a offert le poste de shogun. Mais alors, comment Nobunobu a pu se faire offrir la place de shogun alors que les Hitotsubashi voulaient en premier lieu accéder à ce titre pour bâtir une nation capable de rivaliser avec les pays étrangers? La réponse est en fait très simple. La soif de pouvoir de Nobunobu a pris le dessus sur les raisons qui le poussaient, en tout cas en apparence, à vouloir devenir shogun. Il voulut posséder le pouvoir, quitte à devenir ce qu'il voulait détruire, c'est-à-dire un pantin représentant du Tendoshu. Ayant alors les pleins pouvoirs, en tout cas dans son pays, il ordonna que ceux l'ayant tourné en dérision soient tués. Ceux l'ayant tourné en dérision étant évidemment l'armée du shogun, mais aussi Takasugi Kamui lorsque ce dernier l'assomma. Finalement, comme l'explique très bien Oboro, Takasugi croyait manipuler son seigneur, mais le contraire s'est produit. Zenzo résumera lui aussi clairement la situation. Le Tendoshu a récupéré le pion ennemi et fait de lui leur fantoche. Fantoche voulant signifier une marionnette articulée manipulée par des fils. La marionnette étant Nobunobu, et ceux manipulant les fils étant évidemment le Tendoshu. Au-delà même de la marionnette qu'incarne Nobunobu, c'est alors le gouvernement qui lui aussi deviendra fantoche. Un gouvernement fantoche étant un gouvernement n'étant autonome que d'apparence. En réalité, c'est un pouvoir plus puissant, en l'occurrence ici le Tendoshu, qui lui dictera ses actions pour ses propres intérêts. Après que le Tendoshu ait ordonné au shogun de se rendre, Shigeshige décida de résister à celui-ci. Il explique alors qu'il ne peut pas abandonner son poste après tout ce qu'on avait fait pour le protéger. Il continue en disant vouloir abolir le système de shogun, en précisant que les hommes trouvent eux-mêmes une façon de vivre qui les définit. Si ce pays fait obstacle à leur façon de vivre, il deviendra alors avec plaisir, en compagnie du pantin qu'incarne Nobunobu, le dernier des shoguns. Après la fin de la bataille, Nobunobu prit officiellement le rang de shogun en annonçant sa prise de fonction aux citoyens d'Edo. Il prouva sa légitimité en expliquant qu'il fut nommé par l'empereur, et qu'il était de plus déjà tombé une fois sous la lame des rebelles. C'est donc finalement bien grâce à Takasugi et la mandale de Kamui que Nobunobu s'est lavé de ses soupçons d'assassinat envers l'ancien shogun. Shigeshige, de son côté, était parti à Kyoto, la demeure de l'empereur, pour bâtir une force contre le Tendoshu. Il fut cependant tué, empoisonné par un de ses plus proches amis, Tomonosuke. Celui-ci répéta alors la même chose que Nobunobu au début de cet arc, « Shigeshige, vous n'avez plus d'alliés en ce monde ». Suite à cette phrase, on peut alors aisément penser que c'est Nobunobu qui avait commandité l'assassinat de son rival. Même si ce n'est pas faux, c'est le Tendoshu qui est à l'origine de celui-ci. Pour preuve, l'épisode suivant sa mort, le Tendoshu, en réunion, se vanta que le soutien impérial ne le protégerait pas de leur foudre, ce qui effectivement fut malheureusement bien le cas. Après la cérémonie d'enterrement du shogun, Matsudaira se retrouva face à Nobunobu. Celui-ci ne le reconnut pas comme shogun, expliquant qu'il n'avait juré allégeance qu'à Shigeshige. Il expliqua de plus que c'était Nobunobu qui avait commandité l'assassinat de Shigeshige. Finalement, rien d'étonnant quand on sait que Nobunobu est la marionnette du Tendoshu. Pour que cet assassinat se réalise, Matsudaira théorisa que Tomonosuke s'était fait prendre un parent en otage, et que Nobunobu allait le tuer si celui-ci ne tuait pas Shigeshige. Nobunobu répondit alors à Matsudaira que si c'était lui le commanditaire de l'assassinat, il n'aurait pas laissé le témoin en vie, ce qui laisse présager le sort qu'on lui a réservé. On voit alors que Nobunobu, même en étant devenu un pantin, reste pour autant intelligent, en tout cas dans sa façon de tuer. Après cette réponse, nous comprenons que Matsudaira était ici pour tuer Nobunobu avec une aiguille empoisonnée. Il fut cependant stoppé par Sasaki Isaburo, alors devenu commissaire de police, étant donné qu'il était de mèche avec les Hitotsubashi depuis le départ. Suite à cet échange, Nobunobu condamne Matsudaira et le commandant du Shinsengumi, Kondo Isao, à la décapitation pour ne pas avoir réussi à protéger Shigeshige. Ceux-ci sont alors emmenés à l'île prison, l'île Kokujo. Le Shinsengumi étant dissous et ses hommes dispersés, Nobunobu renouvelle les forces de police. Il élimine alors tous ceux qui le dérangent et épargne ses fidèles. Les proches de Shigeshige sont quant à eux purgés les uns après les autres, ou dans le meilleur des cas, renvoyés ou mutés. Quelques jours plus tard, Nobunobu se rend en compagnie d'Isaburo et de ses gardes au cabaret Snack Smile, le cabaret où travaille Otae. Il expliqua qu'il était venu ici pour se glisser dans la populace pour observer leur quotidien, comme l'ancien shogun. Évidemment, s'il avait vraiment voulu se fondre dans la populace, comme il l'appelle, il ne serait pas venu en compagnie de ses gardes et il n'aurait pas réservé le snack.
On voit d'ailleurs dans le regard des clients du snack que Nobunobu est plus craint que vénéré, la peur se lit sur leur visage. On comprend alors que même le peuple d'Edo ne semble pas approuver le nouveau shogun. Pensant être au-dessus de toute menace étant donné sa position, il est venu étaler sa nouvelle autorité, en prenant au passage un malin plaisir à narguer l'ancien vice-commandant du Shinsengumi, Hijikata Toshido, se vantant de pouvoir faire de lui ce qu'il veut sans crainte de représailles. Par le manque de réponse de Hijikata face à ces moqueries, Nobunobu s'énerva et jeta son verre d'alcool, se plaignant alors que l'alcool était de très mauvaise qualité. Les deux hôtesses le servant s'excusèrent en expliquant que c'était la bouteille préférée de Shige. Suite à cette explication, il ordonna d'un temps froid qu'on se débarrasse des deux hôtesses l'ayant servi, ce que ses gardes firent sans réchigner. Nobunobu se décrit alors comme l'individu qui fondera une nouvelle ère et qu'il ne se satisfera pas pareillement que Shige. Il faudra pour lui que tout surpasse l'ancienne ère, que ce soit l'alcool, les femmes ou encore les subordonnés. Après avoir menacé de tuer Otae, Gintoki l'assomma avec un coup au visage bien mérité avant de s'enfuir grâce à l'aide de Katsura. Alors, faisons le point. Que pouvons-nous dire de Nobunobu cette fois-ci ? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que depuis sa première apparition, il ne cesse d'être de plus en plus insupportable. Avec l'assassinat de Shige, on ne pensait pas qu'il aurait été possible de le détester davantage, mais son introduction en tant que nouveau shogun nous montre le contraire. En effet, on constate sans grande surprise que Nobunobu se dirige comme un tyran envers son peuple. Il élimine tous ses opposants politiques et abuse de son pouvoir jusqu'à aller exécuter des hôtesses qui lui avaient malheureusement servi l'alcool préféré de Shige. En plus de se croire au-dessus des lois, il pense que maintenant qu'il est shogun, tout le monde va lui obéir sans se poser de questions. Je pense qu'on a compris, Nobunobu ne tient son règne que par la peur que son statut représente. Il détient le pouvoir d'éliminer tous ceux qui pourraient le gêner. Mis à part ça, on peut aussi souligner une nouvelle fois qu'il possède une vanité sans limite. C'est ce qu'on peut conclure quand on l'entend se décrire comme l'individu qui fondera une nouvelle ère, alors que je rappelle qu'il n'est à l'instar de Sadasada qu'une marionnette du Tendoshu. Comment son statut va évoluer dans les prochains arcs, c'est ce que je vous propose de regarder tout de suite. Pendant la bataille pour sauver Katsura, Kondo et Matsudaira, on apprend dans un flashback centré sur Isaburo que les pontes voulaient donner au groupe de Kondo un titre pour une mission spéciale. Le titre qu'on imagine être la formation d'une nouvelle brigade de police, le Shinsengumi. Cette mission consistait dans la version officielle à escorter le seigneur Nari Hitsutubashi ainsi que son fils Nobunobu, leur présenter comme des membres d'une des 3 maisons de Tokugawa. Cependant, la véritable mission du Shinsengumi était de faire en sorte que l'assassinat de ces derniers soit une réussite, puis d'en porter la responsabilité en se faisant seppuku. On apprend, par un Matsudaira réticent, que ceci était une stratégie de Sadasada pour éliminer ses adversaires politiques, se servant alors du Shinsengumi pour en porter la responsabilité. Quelque temps plus tard, Sasaki devant préparer cette mission, il alla s'entretenir avec Sakon, un assassin. L'assassin expliqua que ce seront des enfants qui accompliront l'assassinat. Ces enfants, dont Nobume fait partie, qui on apprend, ont été recueillis et élevés par le Tenshoin Naraku pour en faire des assassins. Le jour de l'assassinat, Sasaki fit volontairement échouer la mission en propageant l'information parmi les patriotes. De cette façon, si l'attaque inattendue des patriotes échoue, les pontes ne pourront pas blâmer le Shinsengumi. Sasaki a donc ce jour-là sauvé à la fois le Shinsengumi, les Hitsutubashi, mais aussi les enfants, qui on le pense bien se seraient fait tuer eux aussi. À cause de cette désobéissance, Oboro envoya Nobume tuer Isaburo ainsi que sa famille en guise de punition. Même si on a appris plus tard qu'en réalité, Nobume avait essayé de sauver la famille de Saburo des autres assassins du Naraku. De retour dans le présent, on comprend que Sasaki possède une rancœur envers le Naraku pour avoir tué sa famille. Pour se venger, il tenta de diriger cette ère vers la chute du Bakufu en poussant dans l'ombre les gens à se rebeller, ce qu'il fit avec succès. De plus, il ordonna à ses hommes de combattre le Naraku et d'aider les rebelles à s'enfuir. Malheureusement, il mourut en protégeant Nobume et Tetsunosuke. Cependant, même mort, la révolte sans précédent survenue au sein du Bakufu ébranla le nouveau gouvernement à peine formé. En plus du commissaire de police, de nombreuses autres brigades étaient impliquées. Cette nouvelle provoqua la fureur noire du shogun Nobunobu. Il décida alors d'écraser toutes les forces qui étaient sous les ordres de Sasaki et tenta de restructurer les forces de police restantes. Suite à cette décision, certaines personnes commencèrent à douter de ses méthodes et s'en allèrent pour rejoindre les forces anti-Bakufu fondées par Shige. Seulement 3 mois après le début du règne de Nobunobu, le Bakufu s'effritait et la tendance au renversement se renforçait inexorablement. La mission de Sasaki consistant à renverser le Bakufu corrompu était donc accomplie. Que peut-on alors dire de Nobunobu dans cet arc ? Première chose qu'on peut retenir, c'est que son autorité n'est que factice. Pour preuve, même ses plus proches alliés comme Isaburo le trahissent. Même sans cette trahison, son comportement colérique et ses décisions très égoïstes, se basant très souvent sur le fait de vouloir se venger de ceux lui ayant manqué de respect, amoindrissent de plus en plus son image, qui n'était pourtant déjà pas bien flatteuse avant. Finalement,
Le point le plus important est son manque de capacité à diriger le gouvernement. On voit bien qu'il ne mérite pas sa place, et c'est justement ça qui est intéressant. La famille Hitotsubashi était tellement omnibulée à vouloir le pouvoir, qu'elle en a oublié les raisons qui la poussaient à vouloir celui-ci. En arrivant à la tête du Bakufu, cette famille ne pensa alors qu'à garder ce qu'elle avait réussi à avoir. Je ne sais pas si cela est fait exprès ou non, mais cette prise de pouvoir est étrangement similaire à ce qu'on pourrait voir aujourd'hui dans notre politique. C'est-à-dire d'abord des promesses d'un candidat, je ferai de ce pays un pays capable de rivaliser avec les pays étrangers. Ensuite, sa nomination au pouvoir aidée par des lobbies extérieurs, ici le Tendoshu. Puis enfin, la prise du pouvoir et la prise en compte qu'il n'est en fait pas possible de remplir ses promesses à cause de la pression de ces mêmes lobbies qui lui ont permis d'atteindre sa place. Troublant qu'on y pense, non? Cette petite parenthèse mise à part, continuons dans l'histoire. Peu après être parti de la Terre pour aller sauver Takasugi, le groupe de Gintoki, alors composé du Kaientai de Sakamoto, des Joishishi de Katsura, ainsi que d'une petite partie rescapée du Kiheitai, se fera intercepter par la flotte de Nobunobu. Celui-ci expliquera très clairement ses intentions. Il veut éradiquer Gintoki pour avoir outragé le nouveau gouvernement. Il déclare de plus quelque chose de très intéressant. Je vous cite sa phrase. « Pensais-tu vraiment que le représentant des cieux te pardonnerait ?» En se nommant lui-même le représentant des cieux, on peut confirmer que Nobunobu assume maintenant totalement sa place de pantin du Tendoshu. Il n'essaye même pas de cacher cette vérité à ses hommes ou encore à lui-même. Cela confirme donc que Nobunobu est omnibulé à l'idée de garder le pouvoir juste pour son intérêt et qu'il n'a que faire de son pays. D'ailleurs, cette idée qu'il n'en a rien à faire de son pays sera justement accentuée lorsqu'il insistera sur le fait qu'il poursuivra Gintoki, peu importe où il ira dans l'univers. Il est plus intéressé par l'idée d'utiliser son pouvoir pour se venger que pour diriger son pays. Il est donc, en soi, une parfaite antithèse de Shigeshige, qui lui, voulait abandonner le pouvoir pour le bien de son pays. Revenons au sujet. Quelques secondes après l'interception de Nobunobu, le groupe de Gintoki renversa la situation et neutralisa le shogun avec facilité. Le groupe essayera alors d'inciter les hommes de Nobunobu à rentrer chez eux, en prétextant que tout ceci n'était qu'un malentendu et que le problème était réglé. Cependant, Nobunobu, fou de rage, ordonna à ses hommes de se suicider s'ils ne tuaient pas l'ennemi. Son argument principal pour cet ordre étant évidemment qu'il était le grand shogun Tokugawa Nobunobu. Il n'eut cependant pas le temps de prononcer la fin de sa phrase, étant donné que Bansai l'assomma pour une troisième fois. Ce qui est en soi un running gag maintenant que j'y pense. Bansai expliqua alors que le château du Bakufu était déserté par le Shinsengumi, le Mimawaligumi, ainsi que ses vassaux, et qu'au final, Nobunobu s'était retrouvé seul en atteignant la tête du pays. Quelque temps après s'être fait assommer, Nobunobu se fera donc prendre en otage, mais fera aussi une rencontre qui s'avérera cruciale pour lui, la rencontre avec Sakamoto. À sa première interaction avec celui-ci, il le menaça en disant que le Tendoshu ne le laisserait pas fuir. On constate donc qu'après avoir perdu ses hommes, il pense encore pouvoir régner grâce à l'aide du Tendoshu. Cependant, Sakamoto résumera très bien la situation. Pour eux ou pour le Tendoshu, Nobunobu n'a déjà plus aucune valeur. Ses vassaux l'ont abandonné, la puissance de son pays a grandement diminué, et enfin, poussé par sa rancune, il s'est couvert de honte. Il est donc devenu trop souillé pour rester leur fantoche. À ce rythme, il sera lui aussi éliminé avec les rebelles. Bien qu'énervé par ces explications, Nobunobu semble comprendre que Sakamoto a bien raison. Comme on dit, il n'y a que la vérité qui blesse. Après cette explication, Sakamoto semble déterminé à inclure Nobunobu dans leur combat contre le Tendoshu, ce qui ne semble pas être gagné pour l'instant. Pendant le combat des rebelles contre les Harusame, Hankai, capitaine de la 3ème division des Harusame et l'un des 3 Nova, attaqua la flotte de Sakamoto avec ses nanomachines pouvant parasiter le cerveau. Nobunobu, alors présent sur le vaisseau principal, nous offrira son premier flashback, malheureusement beaucoup trop court. On apprend dans celui-ci comment il était perçu et traité dans sa jeunesse. Pour faire court, on lui a toujours dit que Shigeshige n'était pas digne du trône, et que lui seul était capable de sauver le pays. Même si ce sont les seules informations que nous avons pour l'instant, on comprend maintenant facilement pourquoi il était autant arrogant. Tout simplement parce qu'on l'a toujours vu comme le seul espoir pour sauver ce pays. Cependant, quand on voit Nobunobu assimiler les attaquants parasités à ses anciens sujets, on peut aussi y déceler un soupçon de traumatisme dû à toute cette pression qu'on lui imposait. Alors qu'il allait succomber face aux hommes parasités du Kaientai, c'est Sakamoto et Mutsu qui le sauvèrent de cette impasse. Nobunobu semble alors étonné par ce sauvetage. Il retrouve cependant très vite son arrogance habituelle en déclarant qu'il n'avait pas demandé à ce qu'on le sauve. Il demande ensuite ce que Sakamoto comptait faire de lui. Après tout, comme il explique lui-même, c'est lui qui avait ordonné l'assassinat de Shigeshige et qui avait acculé leurs camarades. Sakamoto répond alors que s'il avait voulu le tuer, il ne l'aurait pas embarqué avec eux. Il continua en disant que même s'il n'avait plus de valeur en tant qu'otage et qu'il était honteusement protégé par l'ennemi, il n'avait pas le droit de mourir. Après les actes qu'il a commis, il doit assister aux retombées même s'il arbore une apparence pitoyable. Peu après ce discours, Mutsu et Sakamoto, dont le but était de trouver Hankai pour l'éliminer, étaient embêtés. En effet, Hankai ne pouvait pas être tracé.
ce qui veut dire qu'il devait le chercher à l'aveugle. Heureusement, Nobunobu déclara avoir vu où il se dirigeait. C'est alors que Sakamoto, Mutsu et Nobunobu se dirigèrent ensemble vers la position que ce dernier avait indiquée. Celui-ci commença à être curieux du comportement de Sakamoto. Après tout, il l'avait sauvé et le croyait sans sourciller alors qu'ils étaient censés être ennemis. Après s'être fait lâcher par Mutsu pour certaines raisons, Sakamoto et Nobunobu se retrouvèrent ensemble à fuir les nombreux parasités les poursuivant. Nobunobu fut alors outré de voir à quel point les subordonnés de Sakamoto lui manquaient de respect, mais ce dernier lui rétorqua qu'il n'avait pas le droit de dire ça alors que ses vassaux l'avaient lui aussi abandonné. Nobunobu déclara alors que ses vassaux ne l'avaient pas abandonné, et que c'était en fait tout le contraire. Ce qui peut sembler étrange quand on y pense. Je pense personnellement qu'il ne croyait pas vraiment ce qu'il disait, il voulait juste ne pas avoir l'impression de perdre face à Sakamoto. Enfin bref, pour se tirer de la situation dans laquelle Sakamoto et Nobunobu étaient, Sakamoto enchaîna les situations débiles. Nobunobu prit ses actions avec beaucoup de sérieux, se demandant alors si Sakamoto était un grand tacticien ou juste idiot. Cela peut sembler de prime abord être un événement anodin, mais c'est avec cette situation comique que pour la première fois, on a pu supporter le comportement de Nobunobu. Bien sûr, ça n'enlève en rien le fait qu'on le déteste, mais il semble cependant être légèrement moins irritant qu'avant. Continuons le résumé. Après cette scène comique, Mutsu revient pour libérer Sakamoto et Nobunobu. Ce dernier se demande alors ce qui différencie Sakamoto de lui-même. Après tout comme Sakamoto, il s'était fait trahir par ses hommes. Alors pourquoi Sakamoto n'abandonne-t-il pas? Pourquoi ne sombre-t-il pas dans la solitude? Finalement, ces questionnements révèlent long sur l'état d'esprit de Nobunobu. En effet, en se posant ces questions, on comprend que celui-ci parle en fait de lui-même qui, après s'être fait abandonner par ses hommes, a abandonné lui aussi, puis s'est plongé dans une certaine solitude. En comprenant cela, même s'il garde encore son côté très fier et colérique, on est en droit de se demander si ce shogun, qui n'a pourtant d'intérêt que pour lui-même, n'est pas en train de se remettre en question. Malheureusement, nous n'aurons pas le privilège d'en savoir plus dans cette scène, alors continuons. Après être arrivés ensemble dans la salle du contrôle du Kailin Maru, on apprend que lorsque Nobunobu avait vu Hankai pour la première fois, ce dernier s'était déjà emparé de son corps. Hankai dans le corps de Nobunobu attaqua alors Mutsu et Sakamoto. Mutsu ayant protégé son capitaine, elle fut à son tour parasitée. Sakamoto se retrouva donc à devoir affronter seul sa vice-capitaine et Hankai dans le corps de Nobunobu. Mutsu attaqua en première Sakamoto. C'est lorsque ce dernier braqua son arme sur elle que Nobunobu se remémora ce que celui-ci lui avait dit auparavant, comme quoi il abandonnerait ses hommes sous aucun prétexte. C'est en effet ce qui se produisit. En effet, Sakamoto tira 3 balles, non pas sur Mutsu, mais sur le système de contrôle qui se trouvait derrière elle. Le système de contrôle étant détruit, le vaisseau va alors amorcer une chute libre jusqu'à s'écraser. Pour éviter d'être détruit, Hankai n'a pas d'autre choix que de sortir partiellement du corps de Nobunobu pour réparer le système de contrôle. Nobunobu se rendit compte que c'était justement le plan de Sakamoto. Il fut alors étonné de voir que celui-ci n'avait l'intention d'abandonner personne, que ce soit Mutsu, ses compagnons ou même Nobunobu. Malheureusement, Hankai était encore partiellement dans le corps du shogun, il pouvait alors lire dans ses pensées. Il comprit donc le plan de Sakamoto et renvoya la balle qui lui était destinée. Nobunobu fut alors bouleversé par ce revirement de situation. On apprend par Hankai que celui-ci ne savait pas si cette émotion était de la colère ou de la tristesse. On peut donc en déduire que Nobunobu a pour la première fois ressenti une émotion pour quelqu'un d'autre qui ne soit ni de la haine ni de la jalousie. Il s'est vraiment préoccupé de quelqu'un autre que lui-même. Peut-être parce que Sakamoto était le seul qui semblait vraiment se préoccuper de Nobunobu. Ce qui sera d'ailleurs expliqué par Hankai quelques instants plus tard, qui dira que la seule personne ayant bien voulu le défendre vient de rendre l'âme pour lui et qu'il est maintenant véritablement seul. La partie intéressante arrive maintenant. En effet, Hankai, pouvant voir dans les pensées de Nobunobu, lui expliqua que tout le monde l'avait manipulé et utilisé pour le faire parvenir au sommet, mais que lui aussi avait profité d'eux. Ainsi, une fois arrivé à la tête du pays, Nobunobu avait réalisé quelque chose. On l'avait soutenu jusque-là, mais plus personne ne l'entourait. Il se remit alors en question sur les raisons qui l'avaient poussé à accéder au trône. Une réponse vint alors depuis ce qui semblait être son subconscient, présenté physiquement comme étant lui-même, mais mort. Selon lui, il n'y avait pas de raison. Nobunobu avait toujours été vide. C'était un simple pantin sans ambition qu'on manipulait. Il n'était en fait pas au sommet, il était juste le seul survivant d'un cimetière de marionnettes abandonnées. Face à cette réalité, Nobunobu se remémora encore une nouvelle fois les paroles de Sakamoto. Il se demanda pourquoi celui-ci l'avait épargné. Qu'attendait-il de lui? C'est sur ces questionnements que Nobunobu lutta contre Hankai. Après avoir réussi à déchiqueter les tuyaux qui reliaient sa bouche au corps principal de l'ennemi, il conclut qu'il devait trouver lui-même la réponse à ces questions. Ce qu'il fit quelques instants plus tard, en comprenant qu'il devait atteindre le sommet par ses propres moyens. Ce sera à partir de maintenant son combat. Grâce à la résistance de Nobunobu, Sakamoto n'était en réalité pas mort grâce à Mutsu, acheva Hankai avec son arme. Après la victoire du groupe de Sakamoto, Mutsu et Nobunobu discutèrent brièvement de ce qu'était un seigneur. Mutsu expliqua qu'un seigneur est comparable à un navire désert, sans faisant monter des hommes qu'il peut se mouvoir et ce vers un objectif commun. Par conséquent, les matelots n'abandonnent pas le navire et le navire les protège de la mer déchaînée.
Elle explique donc que le navire qu'incarne Nobunobu n'a pas pu endurer la houle bien qu'il soit énorme, tout ça parce qu'il n'avait qu'un seul homme à son bord. Grâce aux actions de Sakamoto et du discours de Mutsu, Nobunobu comprit alors quel était le vrai rôle d'un seigneur. Voilà comment se termine l'implication de Nobunobu dans l'arc de la bataille finale de Rakuyo. Alors, que peut-on dire de lui à présent? Je pense que la première chose à souligner, c'est que cet arc a été le pivot majeur du changement de Nobunobu. Présenté en début d'arc comme un antagoniste détestable, dans la continuité de ce qu'on connaissait déjà de lui auparavant, on finit par le voir, au fur et à mesure des épisodes, de plus en plus lucide sur sa situation. Malgré qu'il garde son tempérament agressif et hautain, on voit qu'il commence à se remettre en question. Cette remise en question permettra à ce pantin dénué de volonté de trouver son combat, celui de mériter sa place au sommet par ses actes. Dans son cas, la remise en question de ses décisions passées lui permettra donc de prendre les meilleures décisions dans le futur. Cependant, il ne faudra pas oublier l'implication qu'a eu Sakamoto dans le changement de Nobunobu. En effet, c'est parce que Sakamoto a cru en Nobunobu malgré ses crimes que celui-ci réussira à affronter son passé pour sortir le meilleur de lui-même. En fait, tout ce dont Nobunobu avait besoin était d'avoir quelqu'un qui lui fasse confiance, sans intérêt politique derrière. Parce que oui, comme Sakamoto l'avait dit, Nobunobu ne présentait plus aucun intérêt politique pour le Tendoshu depuis qu'il était couvert de honte pour une histoire de rancune. Sakamoto avait donc eu bien raison en disant, lors de son premier entretien avec le shogun, que le combat des rebelles sera également le sien. Pour comprendre le contexte de cet arc, je vais devoir expliquer brièvement certaines choses. Il faut donc remonter à la fin de l'arc de la bataille finale de Rakuyo. On apprend par Takechi, Kutsuro, l'antagoniste majeur de l'œuvre, convoitait le Tendoshu pour avoir accès au pouvoir de manipuler l'Altana, une énergie infinie capable d'altérer la vie elle-même. Pour pouvoir ouvrir les portes de l'Altana, il faut posséder une clé qui est sous forme de marque sur la paume de la main. Cette marque n'est cependant attribuée qu'aux hauts placés du Tendoshu. Pour se procurer cette clé, Utsuro donna son sang d'immortel au Tendoshu, ceux-ci étant eux aussi désireux de devenir immortels. En le devenant, il n'est plus possible de mourir. Ce que le Tendoshu ne savait pas, c'est que pour devenir un être immortel stable, il faut aussi avoir un corps immortel, ce que les membres du Tendoshu ne possèdent pas. Ils pourriront donc complètement, sans autant pouvoir mourir. La clé sur la paume ne pouvant disparaître qu'à la mort du porteur, Utsuro fit chanter les membres du Tendoshu en leur promettant de les sauver s'il leur donnait leur clé. Avec les clés qu'il avait maintenant en sa possession, Utsuro fit exploser plusieurs planètes avec l'Altana. Son but était de mettre à dos le monde entier contre le Tendoshu, déclarant ainsi la guerre au monde entier. Grâce à la guerre qui se déroulera sur Terre, celle-ci sera détruite et Utsuro pourra enfin mourir. Connaissant donc le contexte, retournons à l'arc actuel. L'armée de libération de l'Altana, formée pour se défaire du joug du Tendoshu, attaqua la Terre pour apparemment la libérer de celui-ci. Cependant, s'emparer de la planète faisait aussi partie de leur plan. La Terre est donc à présent colonisée par l'armée de libération. De plus, le shogun qui aura dû mettre de l'ordre est introuvable. On apprend donc que la population comptait encore un minimum sur le Bakufu pour les protéger. Alors que les Yorozuya étaient revenus pour se défendre contre les oppresseurs, Gintoki précisa qu'il fallait soit gagner une bataille, mais à force de discours. Les Yorozuya étaient donc revenus pour gagner du temps, le temps de négocier la paix. Après ce discours, nous apprenons qu'un ambassadeur du gouvernement terrien arrive vers la flotte de l'armée de libération située dans l'espace. Cette dernière est alors surprise de voir que la Terre possède encore un gouvernement. Nous apprenons que l'ambassadeur n'est d'autre que Nobunobu lui-même, accompagné par Katsura et Sakamoto. Dans l'épisode suivant, dans un flashback pour expliquer le plan des rebelles, nous comprenons par Gintoki que pour sauver la Terre, il ne suffit pas de battre Utsuro, mais qu'il faut aussi stopper la guerre qu'il a enclenchée. Pour stopper la guerre, il faut que les terriens prouvent à l'univers qu'ils ont la force de protéger la Terre du Tendoshu et de l'armée de libération. Le problème étant que l'armée de libération n'écoutera probablement pas un groupe louche comme le leur. C'est alors qu'intervient Nobunobu. Il expliqua que si les rebelles se présentaient en tant qu'armée du shogun Tokugawa Nobunobu, il n'y aurait pas de problème. Évidemment, tout le monde était réticent à cette idée, cela voudrait dire devenir les vassaux de Nobunobu. Cependant, ce dernier déclara qu'un pseudo-shogun qui avait été important toute sa vie n'avait pas de vassaux, et que même si son titre était creux, il pouvait toujours servir. Il choisira de cette façon de quelle manière on l'utilise. Katsura le questionna. En proposant de se faire volontairement manipuler, cherchait-il à expier ses péchés? Il précisa que peu importe ce qu'il pouvait faire, personne n'oublierait ses crimes. Nobunobu répond alors qu'il n'oublierait pas non plus ses crimes. Un shogun vide et insignifiant ne peut seulement qu'endosser la haine, la tristesse et l'espoir du peuple, ainsi qu'assister aux événements jusqu'à la fin. Après avoir fini de lui répondre, il demanda à Kagura si c'était de cette façon qu'il fallait manger les croquettes, étant donné que celle-ci avait plus ou moins discrètement assaisonné ceci d'un mélange de ketchup et de mayonnaise dans le seul but de l'unir. Kagura fut alors surprise de cette question. Alors, là, il y a des choses à dire. Premièrement, le point le plus important, on peut voir que Nobunobu a accepté sa situation de pseudo-shogun manipulé. Il a enfin réalisé et assumé ce qu'il est vraiment aux yeux des autres. Cependant, ce n'est pas pour autant pour ça qu'il va vouloir se racheter auprès de tout le monde. La nuance est importante, et c'est ce que met en lumière la question de Katsura. Les habitants d'Edo,
comme nous les spectateurs, personne n'oubliera les crimes de Nobunobu, et ce dernier le sait très bien. C'est pour ça qu'il précise que lui non plus n'oubliera pas, et que son rôle consistait à assister aux événements jusqu'à la fin en endossant les craintes de son peuple. On peut alors constater le rôle qu'a eu Sakamoto dans son changement. En effet, on voit qu'il a retenu ses paroles. La première phrase étant qu'il est nécessaire de se sustenter avant la bataille, et la deuxième, la plus importante, comme quoi son devoir a été d'assister aux retombées de ses actions, même s'il arbore une apparence pitoyable. En comprenant et acceptant la haine à son égard, il cherche donc à assumer ce qu'il avait commis auparavant en participant à la guerre sans vouloir se faire pardonner pour autant. Ce que je trouve être personnellement une mentalité très mature. En plus d'avoir gagné en sagesse, Nobunobu développe une certaine naïveté, ou je dirais plus précisément, un manque de méfiance. Un trait qui semblait alors impossible à atteindre pour lui au vu de ses antécédents. C'est pour cette raison que Kagura fut étonné par sa question. Le Nobunobu qu'elle avait connu n'aurait jamais demandé cela. Au contraire, on peut facilement imaginer que l'ancien Nobunobu aurait menacé de mort celle qui avait osé toucher à son repas en acclamant qu'il était le grand shogun Tokugawa Nobunobu, et aussi que ce repas n'était pas digne de sa personne. Ce ne fut cependant pas le cas, et sa confiance aveugle envers quelqu'un le poussa à manger un repas assaisonné par quelqu'un voulant lui nuire. Ce trait, je pense maintenant que vous l'avez remarqué, c'était un des traits principaux du personnage de Tokugawa Shigeshige, le précédent shogun. De plus, bien que tout le monde semble encore le craindre, lui semble être devenu humble au point d'en avoir l'air impassible. Encore une fois, comme Shigeshige. Le gain de ces deux traits par Nobunobu est donc une sorte de symbole pour nous montrer qu'il a progressé pour devenir quelqu'un de meilleur. Alors que l'arc Rakuyo était là pour montrer les raisons qui peuvent le pousser à changer, le début de l'arc Silver Soul semble nous montrer que Nobunobu a bien été influencé positivement. Retour dans le présent. Nobunobu vient d'arriver, en compagnie de Sakamoto et Katsura, sur le vaisseau mère de l'armée de libération afin de négocier. Le premier contact avec les représentants fut inutile. En effet, bien que Nobunobu semblait être très sérieux au premier plan, en se présentant même comme le représentant des Terriens, celui-ci demanda en réalité de pouvoir emprunter les toilettes, parce qu'il n'arrivait pas à digérer le repas que Kagura avait trop assaisonné 3 jours auparavant. Après ce premier contact, nous apprenons que Nobunobu s'était chié dessus et qu'il avait dû emprunter un survêtement et un caleçon. Nous le voyons ensuite emprunter des films avec Sakamoto et Katsura pour ensuite les regarder. Pourquoi je m'attarde à décrire tous ces éléments comiques? Tout simplement pour mettre en valeur que Nobunobu a changé. Auriez-vous imaginé Nobunobu faire ça au début de l'arc Adieu Shinsengumi? Évidemment non. Ces éléments comiques permettent à nous, spectateurs, de poser un regard plus doux sur Nobunobu. En se tournant ainsi en ridicule, une certaine sympathie se crée. C'est d'ailleurs, je trouve, comme ça qu'on peut jauger dans Gintama ce que j'appelle la jauge d'antagoniste. Plus un antagoniste est utilisé dans des moments comiques, moins il sera un véritable antagoniste. Nobunobu en est le parfait exemple. De l'arc Shinigami jusqu'à l'arc Adieu Shinsengumi, Nobunobu ne possède aucune scène comique, si on oublie le running gag du poing dans sa face. À partir du milieu de l'arc Rakuyo, on le voit dans des scènes plus légères que d'habitude, avec Sakamoto. C'est à ce moment-là un personnage détestable, mais ce n'est plus un antagoniste. Au début de l'arc Silver Soul, nous le voyons dans beaucoup de scènes comiques en compagnie de Sakamoto et Katsura. Il n'est maintenant plus du tout un antagoniste mais un allié. Vous voyez? Flagrant, non? Hideaki Sorachi, au moyen de l'utilisation de l'humour, a trouvé le meilleur moyen pour faire basculer quelqu'un d'un côté ou de l'autre. Vous voulez faire un véritable antagoniste comme Utsuro ou Housen? Ne le mettez pas dans des scènes comiques, et le tour est joué. Pour en revenir aux scènes comiques, on peut rajouter que Nobunobu est de plus en plus similaire à Shigeshige dans le type de situation où il est confronté. Je pense qu'on peut être d'accord sur un point, c'est que les épisodes où le shogun était impliqué étaient très souvent les épisodes les plus drôles de la série. Mais finalement pourquoi? Tout simplement parce que le shogun avait une dignité sans limite, et qu'il ne se plaignait jamais. Si vous faites tourner au ridicule quelqu'un avec une telle aura, évidemment, ce sera extrêmement drôle. En somme, plus la dignité est grande, plus la chute sera mémorable. Avec Nobunobu, c'est un peu ce qui se passe. Lui qui avait une arrogance sans limite, se fait maintenant tourner au ridicule parce qu'à l'instar de Shigeshige, il suit lui aussi le mouvement provoqué par des idiots. Bon, revenons quand même à l'histoire. Après les premières négociations inutiles, vint le moment des vraies négociations. Sakamoto et Katsura expliquèrent aux représentants de l'armée de libération qu'ils étaient capables de régler le problème du Tendoshu tout seuls, et que si les terriens s'étaient soulevés sur Terre, c'était pour stopper le carnage de cette armée. Les représentants de l'armée répondirent alors qu'ils cherchaient à les libérer de l'emprise du Tendoshu, ce que Sakamoto condamna en disant que les samouraïs pouvaient régler ce problème seuls. Alors que les représentants de l'armée de libération allaient dire qu'il était impossible pour eux de repousser le Tendoshu, Nobunobu intervint en disant que c'était possible. Il continua en disant qu'il était bien placé pour le savoir, vu les déboires que les samouraïs lui avaient causés. Il donna alors un avertissement aux représentants. Ne vous opposez pas à ces gens. On peut donc voir ici à quel point Nobunobu estime maintenant les samouraïs. C'est suite à cet avertissement qu'intervint l'amiral Shijaku, un des dirigeants de l'armée de libération, pour dire qu'il était impossible de les laisser régler cette affaire seul. Nobunobu, ayant alors une énorme envie de chier, s'impatienta et conclut alors que les terriens vaincront le Tendoshu et abattront l'armée de libération si elle venait à s'opposer à eux. Après cette menace, Nobunobu voulut partir chier. Cependant, dans un énorme quiproquo, l'armée de libération pensa qu'il allait larguer une bombe atomique cachée dans son ventre.
L'amiral Shijaku donna ainsi l'ordre d'évacuer et resta pour contrer sa supposée bombe. Le résultat, les deux avaient juste chié dans leur froc. L'amiral demanda alors de garder le secret. Nobunobu accepta, mais en contrepartie, il demanda une résolution pacifique du conflit, ce que l'amiral accepta lui aussi. Grâce à ces négociations merdiques, Nobunobu obtint alors une paix provisoire. Avant de retourner à son vaisseau, Nobunobu assura à l'amiral Shijaku qu'ils ramèneront les têtes du Tendoshu et que s'ils n'y parviennent pas, celui-ci sera prêt à offrir la sienne. Nous pouvons donc voir ici que Nobunobu est prêt à offrir sa vie pour protéger celle de ses sujets. En somme, une attitude digne d'un grand shogun. Cependant, le prince Ensho, leader principal de l'armée de libération, savait que le Tendoshu était déjà mort. Pour continuer à diriger la haine vers quelque chose, le prince cacha cette vérité et accusa alors les terriens d'avoir brisé le traité de paix, alors que c'était en réalité une ruse d'Utsulo. De ce fait, l'amiral Shijaku et les hommes de Nobunobu furent capturés et enfermés. La négociation de paix avait donc échoué. Après certaines péripéties, le groupe de Katsura a réussi à négocier une alliance avec le prince Hata et la faction de l'amiral Shijaku. De ce fait, la balance des forces s'était un peu plus équilibrée. C'est dans ce contexte que Nobunobu, maintenant libéré de sa cellule, tenta de contacter le gouvernement sur Terre. Celle qui répondit alors fut la princesse Soyo, la petite sœur de Shigeshige que Nobunobu avait tuée. Quand celle-ci se présenta, Nobunobu fut alors choqué au point de ne pas pouvoir répondre. Il donna alors le téléphone à Sakamoto. Cette scène est particulièrement forte. C'est le moment qui nous montre à quel point Nobunobu a évolué depuis son départ de la Terre. Voulant auparavant le pouvoir à tout prix et voulant se venger de ceux qui lui avaient nui, on voit que les actions qu'il avait entreprises dans ses plus grands excès de rage le rattrapent maintenant. Comme Sakamoto l'avait dit, après les actes qu'il a commis, Nobunobu devra assister aux retombées de ceux-ci. C'est précisément ce qui se passe ici. Après avoir commandité l'assassinat de Shigeshige pour se venger, celui-ci évolua jusqu'à regretter cette décision, puis dut assumer cette erreur devant la propre petite sœur de celui-ci. Une situation dont on peut facilement imaginer la difficulté. Pendant l'attaque du vaisseau principal, Nobunobu récupérera la communication avec Soyo. Celui-ci commença la conversation en disant qu'un vrai shogun comme Shigeshige aurait dit qu'il protégerait Edo et ce pays. Il continua en disant que malheureusement, Nobunobu n'avait pas le droit de prononcer ces mots, mais qu'il pouvait au moins servir de tremplin à cette nation. Et que, je cite, il était qualifié pour disparaître en protégeant les gens laissés derrière par les hommes qui ont échoué dans leurs tâches. Si je résume, Nobunobu était prêt à mourir pour protéger les gens que Shigeshige voulait protéger. Pour finir, il s'excusa avec beaucoup de remords auprès de la princesse. Celle-ci lui répondit alors qu'elle ne lui pardonnerait que s'il rentrait vivant. Nobunobu fut alors très ému, mais ne répondit pas, comme s'il savait qu'il ne pourrait probablement pas remplir cette requête. Il partit alors vers le champ de bataille, avec un sourire très similaire à celui qu'avait Shigeshige. Ce que nous pouvons constater dans cet échange, c'est que sans pour autant vouloir se faire pardonner, Nobunobu hérita de la volonté de l'ancien shogun qui était de protéger ce qui comptait vraiment. À une seule grande différence près, c'est que Nobunobu était prêt à mourir pour ce but. Shigeshige, lui, avait appris qu'il ne devait pas mourir justement pour ses amis. Soyo, en tant qu'héritière de la volonté de Shigeshige, perpétua alors cet état d'esprit en ordonnant à Nobunobu de ne pas mourir. Après l'arrivée de Takasugi en renfort, celui-ci eut une conversation avec Nobunobu. Ces deux-là s'étaient mutuellement aidés et trahis dans leur propre intérêt. Cependant, Takasugi ne semblait pas avoir de rancœur envers lui. Au contraire, il s'excusa même de l'avoir élevé au rang de shogun dans une époque aussi folle. De son côté, Nobunobu semblait avoir des remords pour l'avoir trahi. Takasugi lui dira que contrairement à lui-même, Katsura et Sakamoto ne le trahiront pas. Il précisera que ces deux-là n'abandonneront ni celui-ci, ni ce pays. C'est pourquoi Nobunobu devait les suivre. C'est sur ces mots que le groupe se sépara. Nobunobu prit une arme, puis partit avec le groupe de Katsura et Sakamoto pour neutraliser le général ennemi. Le shogun exprima alors intérieurement ses pensées. Il savait, maintenant, qui avait réellement tendu la main à cette nation menacée par un terrible danger. Il connaissait, maintenant, ceux qui avaient persévéré pour la protéger alors qu'on le traitait en rebelle dangereux. C'est sur ces constats que Nobunobu s'exprima à ces hommes abandonnés par leur patrie. Celui-ci dira que ce pays ne les trahirait plus jamais, et qu'il ne leur tournerait plus jamais le dos. Celui-ci exprima son désir de les soutenir dans leur cause légitime pour qu'on ne les considère plus jamais comme des renégats. Il voulut ainsi les nommer en tant qu'armée officielle. Cependant, Katsura ne lui laissera pas le temps de terminer sa phrase en disant que cela leur suffisait d'être l'armée rebelle. Si c'était ce qu'il voulait, Nobunobu décida alors de faire partie de l'armée rebelle avec eux. Après le combat confrontant Sakamoto, Katsura et Takasugi face à Ensho, l'armée de libération, ayant perdu son commandant, voulut continuer le combat. Cependant, Nobunobu s'interposa entre les deux camps pour arrêter les hostilités. Il dit alors qu'il n'était pas ici pour confronter leur haine, et demanda donc s'ils pouvaient retenir leur colère. Ensho, encore à peine en vie, dira que tant qu'il sera vivant, la haine persistera. Takasugi expliqua alors à celui-ci qu'il était comme lui, il était souillé par un nombre incalculable de péchés. Cependant, si c'était quelqu'un né de ces péchés qui demandait d'arrêter, alors Takasugi n'avait pas d'autre choix que d'obéir.
Sakamoto commença en premier à lâcher son arme, en disant qu'on ne peut pas vraiment désobéir au shogun. S'ensuivit par Katsura, qui, même s'il ne comptait pas révérer Nobunobu comme un shogun, avait tout de même admis que si le vrai shogun était ici, il aurait fait la même chose. Après que les 3 commandants de l'armée des rebelles eurent lâché leurs armes, le reste de l'armée suivit l'exemple en le faisant aussi. Nobunobu déclara alors que cet endroit n'était plus un champ de bataille. Il fallait maintenant que tout le monde endosse sa rancune et son chagrin pour poursuivre sa vie. Ensho reconnut alors en lui les mêmes yeux que la femme qu'il aimait, ces yeux qui justement, il n'avait jamais réussi à vaincre et qu'il préférait fuir. Il comprit dès lors qu'il lui aurait été impossible de vaincre quelqu'un ayant un tel regard. Il vit donc que le pays des samouraïs était une belle nation, dotée d'un bon peuple et d'un bon roi. C'est pour cette raison qu'il décida de stopper la chute du vaisseau. Pour ce faire, il se fit aider par Shijaku ainsi qu'un soldat de l'armée des rebelles pour aller vers la salle de contrôle. Cependant, un soldat de l'armée de libération effectua une salve de tir sur Ensho. L'auteur du tir s'insurgea de la décision de son général alors qu'il avait précédemment ordonné de combattre jusqu'au bout. Il demanda alors pourquoi ses camarades étaient morts. L'armée de libération se dépêcha de le neutraliser, mais malheureusement, c'était déjà trop tard. Ensho était déjà mort. Mais en plus de ça, Nobunobu était aussi touché par les tirs. Alors que tout le monde allait reprendre les hostilités, Nobunobu, pourtant agonisant, cria d'arrêter. Il dit alors d'endurer et de pardonner le tireur. Après tout, celui-ci n'avait rien dit de faux. En tant qu'instigateur du conflit, l'armée des rebelles était tenue de subir sa colère. Cependant, il dit aussi que son peuple surmontera la haine et mettra fin à la guerre. Après avoir fini de parler, il s'effondra sur le sol. Sakamoto et Katsura implorèrent alors de le soigner au plus vite. Cependant, selon les ordres de Nobunobu, l'équipe de soins était restée auprès d'Elisabeth de Mutsu, eux aussi grièvement blessés. Nobunobu déclara alors que c'était mieux ainsi. Il savait de toute façon que cela arriverait depuis le jour où il avait pris la place du shogun et qu'il avait fait assassiner Shigeshige. Même s'il ne pense pas avoir pu le remplacer, s'il pouvait arrêter une guerre grâce à ce titre, c'était selon lui déjà très bien. Sakamoto répondit alors que la guerre n'était pas encore finie et que le dirigeant d'un pays ne pouvait pas mourir aussi facilement. Il s'écria que ce pays ne pouvait pas se permettre de perdre une deuxième fois leur roi. Nobunobu s'étonna alors qu'on le considère comme un roi. Katsura, de son côté, lui répondit qu'il avait, certes, été un tyran déplorable, mais que quand il avait décidé de se battre pour son pays, il s'était dressé en véritable roi. Nobunobu s'exclama qu'il n'était pas un roi, et que chacun avait son propre roi dans son cœur. Il comprit enfin ce qu'avait dit Shigeshige de son vivant, que ce pays n'avait plus besoin de shogun. S'il avait pu être, même un instant, le shogun dans leur cœur, alors sa vie ne fut pas dénuée de sens. Dans ses dernières paroles, il remercia ceux qui l'avaient sauvé, puis s'excusa pour tous ses torts. Dans ces derniers instants, il vit les fantômes des anciens shoguns. Il était enfin l'heure pour lui de rejoindre l'autre monde. Sachant qu'il pouvait confier l'avenir à tous les rois de ce pays pour créer une ère débarrassée des vieilles rancunes, il put rejoindre ses prédécesseurs en tant que dernier shogun. Voilà comment se termine la rédemption d'un roi. Quand on prend le temps de s'y intéresser, on peut se rendre compte que Nobunobu a eu un gros développement. Vous en conviendrez, ce n'était pas un personnage qui semblait si intéressant à analyser. Il faut dire qu'il a été introduit tard dans l'œuvre, et en plus de ça, comme un antagoniste. Il n'a donc bénéficié ni de la nostalgie, ni de l'humour afin qu'on puisse s'attacher à lui. Pour être honnête, même après avoir terminé cette vidéo, mon avis sur lui n'a pas énormément changé. Son premier rôle dans l'histoire a été d'être le représentant d'une opposition parfaite à Shigeshige, quelqu'un de cruel, sans empathie, et capable des pires méfaits pour régner. Cela aura pu en rester là, mais Hideaki Sodachi en a décidé autrement. Au lieu de l'abandonner, il a décidé de le faire évoluer. Sans cette évolution, qu'aurions-nous retenu de lui? Parce que c'est vrai, même si dans l'arc Rakuyo, des bribes de son passé sont utilisées pour essayer de justifier ses actes, cela ne suffit pas à nous faire apprécier le personnage. C'est justement ça que je trouve être sa grande force. Comme Katsura le dit à ce dernier, personne n'oubliera ses actes. Cela vaut pour les personnages de l'œuvre comme pour nous, les spectateurs. Nobunobu est conscient qu'il ne pourra pas se faire pardonner. Tout ce qu'il peut faire, c'est assister aux retombées de ses actes. Sans pour autant le pardonner ni s'y attacher, on arrive vers la fin de son parcours par cautionner ses actions. Sa mort n'est pas si bouleversante, mais elle arrive à nous faire respecter quelqu'un qui n'avait pourtant au départ rien de sympathique. Essayons de répondre à une petite question. Quel est le message derrière ce personnage? Si je devais le résumer par mes propres mots, je dirais ceci. Quand Nobunobu prit le pouvoir par des moyens lâches, personne ne l'a reconnu comme un véritable dirigeant. Tout simplement parce que celui-ci ne le faisait pas dans l'intérêt du pays, mais seulement pour lui-même. C'est après qu'il ait réalisé qu'il était dans le faux, qu'il terminera le parcours qu'aurait dû avoir Shigeshige, en parvenant aux mêmes conclusions que lui. S'il a pu parvenir à la même conclusion que celui-ci, c'est parce qu'il a été influencé par certaines personnes comme Sakamoto ou Katsura. Au fond, les actions positives comme négatives de Nobunobu ne sont peut-être dues qu'à l'influence de son entourage.
C'est parce qu'il a été influencé par des mauvaises personnes qu'il est devenu un personnage détestable. Mais c'est aussi de par l'influence d'autres personnages qu'il a pu, dans ces derniers instants, se tenir un véritable roi. Nobunobu n'est pas né mauvais, c'est ses fréquentations qui l'ont fait devenir. Grâce à un meilleur entourage, il a pu devenir une meilleure version de lui-même afin de se repentir de ses méfaits passés. Je distingue à travers ce parcours de pensée un message. Je terminerai là-dessus. On ne devient pas un roi en se battant pour soi-même, on le devient en se battant pour son pays. Merci d'avoir suivi la vidéo, c'était Shizenken.